Bonsoir mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de SOS Parents. Fessées, coups, gifles sont encore très utilisés à l'école ou en famille pour punir les enfants. C'est que les châtiments corporels sont perçus comme faisant partie de l'éducation et font l'objet de plusieurs débats dans la société. Alors, peut-on éduquer les enfants sans violence? Quelles sont les conséquences des châtiments corporels sur le développement des enfants? Comment développer une discipline bienveillante sans violence? Bien des questions qui seront au menu en première partie de ce programme. Les jambes arquées chez l'enfant, comment s'y prendre? Éléments de réponse dans notre rubrique mots d'enfant. Et vers la fin, nous prendrons le cri d'un parent, le cri de cœur d'un parent au désarroi face à son fils, accro au film érotique. Vous faites bien de choisir DBS Télévision. L'émission, c'est SOS Parents tous les mercredis à 21h. Frapper les enfants pour les éduquer. La méthode est très ancienne dans notre société avec des justifications culturelles nombreuses, notamment l'apprentissage, le respect des aînés. La liste n'est pas exhaustive. Doit-on bannir le bâton de l'éducation des enfants? Pour répondre à cette question, je m'en vais recevoir notre premier invité, Monsieur Ile Goumla. Il est psychologue. Bonsoir, Monsieur Ile Goumla. Bonsoir Adi Poto et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez bien, Monsieur Goumla? Assez bien, il faut l'avouer. D'entrée de jeu, qu'est-ce qui rentre dans le châtiment corporel? Ben, vous l'avez très bien mentionné. Quand vous dites châtiment corporel, on voit le fouet, on voit la bastonnade, on voit les gifles, on voit des violences, des sévices faits au corps, en fait. Châtiment corporel, ça veut dire que c'est un acte qui est posé pour affliger le corps. Pour dire au corps, j'en ai marre de toi, il faut que je te démontre que j'en ai marre de toi. Et que tu dois t'abaisser, te rabaisser pour écouter ce que moi j'ai à te dire. En quoi c'est mauvais pour la santé psychique de l'enfant? D'emblée, vous avez aussi noté ça au début, il y a un relent culturel profond devant lequel il est compliqué de se situer. Parce qu'il est souvent dit, l'enfant ne comprend bien que quand il y a le fouet. Un peu comme si le fouet est l'élément magique qui permet à ce que l'apprentissage se fait de manière saine chez l'enfant. J'écoutais encore une émission sur une chaîne où justement un médecin évoquait en quoi son père, justement, dans sa vie, avait pris l'apprentissage, à travers l'apprentissage, le piano, comme justement la résolution. Derrière ça, il y a un acte simple. En fait, le parent veut revivre ce qu'il n'a pas pu vivre avec son père et veut continuer à maintenir la distorsion qui existe entre lui et son père, entre lui et ses enfants. Ça fait que sa fille, qui est aujourd'hui médecin, malheureusement, a dû en payer le prix. Le prix de ce qu'on appelle d'une transmission d'un comportement d'une génération à une autre, mais elle a payé le prix. Certes, au plan du piano, elle s'y connaît, mais à quel prix? Il a fallu tout un ramas, en fait, comment on dit ça, une destitution en fait de la famille. La famille a été brisée dans le couple. Il fallait que l'un des deux se tasse. Ça veut dire, soit la mère veut venir au secours de l'enfant, et alors le père va briser le schéma de la mère, le schéma qui est aussi en lien avec son histoire à elle. Son histoire à elle, c'est sa vie. Sa mère a grandement souffert pour avoir 100 francs, pour avoir 10 francs, pour avoir 25. Donc, il fallait que dans son couple, elle réussisse à trouver la paix. Quitte à, elle réussit à trouver la paix. Et pour avoir cette paix, il était mieux que devant le père, devant son mari, elle chute, elle baisse, et que le mari prenne le dessus. Non pas forcément qu'il est le plus fort, mais parce que ça rentrait dans son schéma familial à elle. Et dans le schéma familial de l'homme, du mari notamment, il était aussi question qu'il prenne cette posture-là. Parce que son père avait été hyper violent pour qu'il soit l'homme fort, l'homme dur, que la société voit et admire. Donc, volontairement, involontairement, inconsciemment, chacun des deux mettait des schémas dont les enfants ne comprennent pas les enjeux, ce qui se passe,
Mais malheureusement, les enfants écopent. Donc, quel est le relent psychique de ça? Nécessairement, on voit dans le développement de l'enfant, dans sa croissance, dans sa maturation, il y a une transmission qui ne va pas s'opérer. Il y a un lien au niveau de la confiance en l'autre, notamment, c'est une fille. Quel type de confiance elle va développer vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis du mâle, vis-à-vis du masculin? Là, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. Si ça avait été un jeune garçon, quel est le rapport face à l'autorité qu'il aurait construit? Parce que le père, symboliquement, est l'autorité. À côté de l'autorité, il y a aussi ce qu'on appelle en psychologie le tiers séparateur. Ça veut dire, c'est lui qui coupe le cordon ombilical entre la mère et l'enfant. C'est lui qui vient au milieu dire, chacun restez chacun de votre côté. Et moi, je peux vous rassembler. Parce que ça peut être que la relation fusionnelle, elle va permettre d'être assez parce que le père viendra jouer ce rôle-là. Donc, ce sont les nœuds sur lesquels on va bien s'interroger pour savoir l'enfant, face à ces sévices, face à cela, comment est-ce qu'il va réagir, quelle disposition il va prendre, parce que j'anticipe, mais peut-être la suite va peut-être d'y arriver à davantage, c'est les relents se portent sur ce qu'on appelle le clivage. Parce que intérieurement, psychiquement, émotionnellement, on demande à l'enfant de se cliver. Ça veut dire un peu comme si vous prenez de la viande avec un couteau, vous contraignez la viande à se couper en parties et vous dites à la viande d'être le même morceau. Ça se voit souvent, vous verrez ça, mais de manière très subtile. Il faut être hyper vigilant pour observer ça. Généralement, lorsque la mère rentre du marché, quand la mère rentre avec les gâteaux, les beignets, la bouillie, waouh, l'enfant, quand il voit la mère, il est déjà dans un état de fantasme agréable, gratifiant. Waouh, je sais que si je couvre, j'aurai mon premier gâteau avant les autres. Donc, il est en plein état émotionnel extraordinaire. Il sait que quand il va voir maman, oh, il est ému. Mais quand elle a, hé, c'est quoi? Pas laisser les gens, hein, c'est comment? Parle pour un saxi. Mais elle ne se rend pas compte de la violence qui vient de se dérouler en un temps de 2 secondes. Elle ne se rend pas compte, parce que c'est un acte tellement banal, tellement anodin. Mais elle ne voit pas la violence qu'elle va demander à l'enfant de devoir juguler ça en une fraction de seconde. Vois-tu mon bébé, non, viens, vois-tu mon bébé, non. Absorbe cette douleur et tue-toi avec. Ne me le transmets pas. Donc. Et c'est ce que nous allons voir, M. Goublab, tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir, Colin. Bonsoir, Di. Vous allez bien? Oui, vous revenez d'un long voyage, visiblement fatigué. Oui, en fait, des contraintes professionnelles, ça n'a pas été facile. Bon, mais nous sommes là pour ça. C'est un reportage glaçant que vous nous proposez ce soir. Un enfant de 7 ans a fugué du domicile familial après avoir reçu des menaces de bastonnade. Vous avez rencontré sa maman hier matin aux Abois. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Loïc Nguemnon et Cyril Nantion. La valeur des règles dans l'éducation d'un enfant n'est plus à démontrer. Une génération dispensée de la discipline ne serait qu'une société constituée de fous. Il reste sur ce point à négocier le juste équilibre. Dans un contexte marqué par tant de frustration et où la violence est banalisée, nombreux sont des enfants qui endurent la maltraitance, la plupart du temps dissimulés sous des vernis de correction. Les lois contre le mauvais traitement des enfants au fil des ans ont été élaborées, mais dans la pratique, elles ne peuvent absolument pas protéger les enfants. L'urgence est de s'y pencher tant les conséquences sont souvent bien graves. Il n'est pas ici question seulement de ceux d'ailleurs, mais surtout de ceux d'ici. Ces tout petits apprennent très vite sur des actions qui frisent la menace, réagissent en conséquence. C'est le cas de l'enfant Essa Mama Léopold Désiré, âgé d'à peine 7 ans, résidant à Douala, qui sous la menace entre guillemets d'une correction, a trouvé refuge dans la rue et reste introuvable depuis le 27 décembre 2020. Autour de, c'est quoi, 7 heures, quand ma tante se réveille, elle pas regarder mon fils de l'autre côté parce qu'apparemment il a dormi avec ma grand-mère, son arrière-grand-mère. Il demande, donc il regarde l'enfant, elle constate que l'enfant a pissé. Elle réveille donc l'enfant, lève-toi, viens ici. Tant moi là-bas au salon, l'enfant est descendu du lit, torse nu, c'est rien qu'avec le slip. Elle entre maintenant dans la chambre pour pouvoir porter l'habit, parce qu'elle avait le pagne lancé, un habit sur elle. Quand elle reçoit, elle voit que l'enfant n'est plus là. Donc, même disait qu'elle s'apprêtait à lui taper, c'est pas trop à punir. L'enfant a eu peur et l'enfant
l'enfant s'est échappé de la maison. Le bambin aura tiré leçon à ses dépens de l'acharnement contre lui de son oncle pour ce qui est assimilable à une pécadille. De la nourriture, parce qu'il a coupé un peu le poisson de son frère. Elle dit que même quand elle demande à l'un de ses enfants, dit que papa a coupé la nourriture, coupé un peu le poisson de ma chaîne de Birdie. C'est pour ça on voulait me tuer l'enfant. Serait-il traumatisé? Au médecin d'établir le diagnostic, il reste vrai à la lumière de ce que révèle sa mère que la moindre attitude et sévérité le pousse à la porte. Mais c'est un enfant qui a un peu peur. Oui, quand il se sent un peu menacé, comme il avait reçu un traumatisme de mon petit frère, son oncle qui l'avait sauvagement battu. Oui, sauvagement. Donc du coup, depuis ce jour-là, quand tu dis que tu veux le taper et qu'il voit en toi la frayeur, donc du coup, il s'échappe. C'est le lieu de reconsidérer le rôle des parents vis-à-vis des enfants qui ne sont ni des jouets, ni des fardeaux dont on peut se débarrasser. En réalité, nombreux sont des oncles et autres tuteurs bienveillants qui se sont bien occupés de ces enfants dont ils ne sont pas des géniteurs. Et du cas du petit Issama, il en ressort que confier l'encadrement de son enfant à un autre peut être source de la maltraitance que va subir cet enfant. À ces tuteurs et marates malveillants, l'on ne demande qu'à penser aux douleurs que ressentent les enfants soumis à des traitements injustes, mais aussi aux parents de ces derniers qui auraient aimé voir sourire auprès de leur enfant qui essaie d'échapper à la menace. Papa, pardon, là où tu te trouves, n'aie pas peur, papa, je suis là. Là où tu te trouves, mon père, pardon, viens, papa, viens. Papa, donne mon nom. Dis que je m'appelle Nina, dis que tu habites à Niala, entrée école Grand Bam. Papa, pardon, dis, même à Barcelone, dis que tu habites à Barcelone, tel au Barcelone. Papa, il t'en supplie. Peu importe là où tu te trouves, n'aie pas peur, papa, viens seulement, on t'attend. Les enfants sont un don divin qui ont besoin de discipline et surtout de beaucoup d'amour. Je signale qu'aux dernières nouvelles, cet enfant a été retrouvé. Colombe Catal, vous n'avez pas pu rencontrer l'enfant, mais vous avez échangé avec la mère. Décrivez-nous un peu l'attitude de cette dame. Eh bien, heureusement que les téléspectateurs, tout comme vous, n'est-ce pas, apprécié de par, avait un certain aperçu de ce qu'elle était ce jour. C'était une femme complètement effondrée, complètement épuisée. Elle ne tirait la force que, n'est-ce pas, dans la volonté de retrouver son enfant. Vous vous rendez bien compte de ce qu'elle avait une voix complètement affectée, sans doute, du fait qu'elle ait beaucoup pleuré. Et ce qui est le plus inquiétant ici, c'est que il me semble qu'elle n'est pas à sa dernière séquence de pleurs. On s'en tient à ce qu'elle a dit, parce que, dit-elle, c'est chaque fois que l'enfant se sent menacé, il trouve refuge, n'est-ce pas, dans la rue, il s'enfuit. Alors ça soulève donc beaucoup de questions. Si traumatisé il est vraiment, parce que c'est elle qui le dit, il faut aussi que le médecin établisse le diagnostic. Et si donc traumatisé l'enfant est vraiment, on a envie de se demander, faut-il le dispenser complètement de la discipline? Dans ce cas, quelle sorte d'enfant, quelle sorte d'adulte sera-t-il? Maintenant, quelle sera la juste mesure? Et qui est censé lui administrer la juste mesure? Sera-t-il condamné à rester aux côtés de sa maman qui peut-être le comprend mieux, et si sa maman n'est plus là? Et toutes ces choses rentrent dans une seule situation. Je dis bien à la lumière de l'explication, la déclaration, de témoignage de sa maman, de ce fouet, de cette brimade, n'est-ce pas, qu'il aurait reçu, qu'il aurait subi de par son oncle. La situation, elle est réelle, elle est vraiment grave. Vous avez relevé dans le reportage que les enfants placés sont très souvent victimes de maltraitance. Oui, c'est un fait. En réalité, il peut arriver que quelqu'un sollicite l'aide, le soutien d'un tiers quant à l'encadrement de son enfant. Mais cela devrait être dans des cas extrêmes. Et c'est des cas en réalité rares. Il est même bien pour un parent qui est même impotent de jambes et de mains, qu'il soit avec son enfant et qu'il accepte l'aide d'autres personnes. Mais c'est la tendance inverse qui prévaut. Aujourd'hui, on comprend que pour le peu que l'oncle soit matériellement assis, on a tendance à faire son enfant et à le lui confier. Bon, ce qu'on privilégie, c'est ce confort, ce bien-être matériel, mais ce qu'on oublie souvent déjà, c'est que les constitutions affectives ne sont pas les mêmes.
Et puis cet enfant qui va retrouver dans l'autre famille, de l'autre côté, je ne veux pas remettre en question ici tous les mobiles de tous les parents, mais il a toujours été démontré dans la plupart des cas que c'est un enfant à qui on rappelle que tu n'es pas un enfant de notre maison. C'est l'enfant qui est souvent, la plupart du temps, porte toutes les corvées de la maison. Lorsqu'on a frappé la nuit à une certaine heure, qu'on sent que ça peut friser le danger, c'est à lui qu'on demande d'aller voir qui c'est. Donc on se rend bien compte de ce que peut-être le tuteur qui a de bons mobiles, voyez-vous, dans la mesure où l'enfant est le fils de... Enfin, l'enfant est là pour l'oncle, voyez-vous. La marâtre ou bien oui, la tante, la belle tante, qui, dans la plupart du temps, a cette tendance, n'est-ce pas, à entourer ses enfants à elle. Elle a tendance à les protéger mieux que l'autre. Pour celles qui n'ont pas cette notion d'équilibre, cette notion de justice. C'est ainsi que ces enfants à elle se reposeront. Ces enfants à elle vont visionner, vont s'amuser. Et puis maintenant, toutes les tâches ménagères, toutes les corvées, toutes les brimades reviendront, n'est-ce pas, à cet enfant. Donc, il faut vraiment reconsidérer cette chose-là. Le placement des enfants est une chose qui a été une source véritable de la maltraitance des enfants. Lorsqu'on ne le fouette pas, le traitement, la plupart du temps, n'est pas le même. Et c'est une autre sorte de maltraitance. L'enfant se rend bien compte de ce qu'il a eu un au lieu de deux, alors qu'il devrait avoir combien d'autres. Alors, c'est le lieu, comme je le disais dans le reportage, d'interpeller, d'amener les parents à comprendre que quand on fait un enfant, c'est sa responsabilité à soi. Même si on n'a pas suffisamment de moyens, quitte à ce qu'on accepte une aide exogène, mais qu'on soit disposé à rester, à encadrer, à veiller, à protéger son enfant. Parce que lorsque on privilégie la protection sur le plan matériel, il est possible qu'on soumette notre enfant, qu'on le livre, qu'on l'expose à des sévices dont parfois on ignore, parce qu'il n'a pas peut-être le courage de parler, et ceux qui en sont auteurs ne le feront sans doute pas le mieux possible. Merci Colombe Katal d'être passé encore ce soir sur notre plateau. Bien sûr. Merci Adi. C'est notre devoir et je pense que les jours qui viennent, nous serons toujours là pour nos téléspectateurs. Monsieur Hilaire Gobelard, le cas de ce garçon, est-ce que ça ne va pas au-delà du châtiment corporel? Apprécions déjà le reportage, travail extraordinaire, qui pose un peu le décor de toute l'ambiguïté qui restait là-dedans. Il y a d'abord, pour être d'abord antérieur avant le fait lui-même, c'est celui de nos cultures. Moi, j'aime toujours revenir au plan anthropologique. Au plan anthropologique, mon enfant n'existe pas. Ma fille n'existe pas. Mon. Le possessif n'est pas présent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas les actes qui relèvent du possessif. Mais c'est pour dire l'enfant n'était pas mon enfant. Mon enfant, c'est d'abord l'enfant de mon frère. D'abord de mon frère. De ma soeur. C'est ma soeur qui a les droits sur mon enfant. Maintenant, malheureusement, ou heureusement, ou de manière ambiguë, je dis souvent, nous sommes dans une posture hybride dans laquelle on a du mal à se reconnaître si on est vraiment soi, ou vraiment l'autre, ou vraiment un tiers qu'on ne connaît pas. Ça veut dire alors cette première ambiguïté qu'il faut clarifier. La deuxième chose, c'est quel est le rapport que cette dame tisse avec son conjoint pour qu'on en arrive à cette situation de placement. Forcément, on va résumer en disant la quête du bien-être quotidien, de l'argent. Certes, c'est vrai. Mais généralement, ce n'est pas ça le vrai nœud. Certes, la quête de l'argent, on a besoin de chercher dans tous les jours. On a besoin d'améliorer sa situation de vie tous les jours. On en a besoin. Mais, généralement, mon constat est que généralement, on prend ça pour un prétexte, en fait. On se sert de ça comme prétexte pour masquer, en fait, nos angoisses à nous. Suis-je à même, moi, de me lancer dans la vie, dans la situation qui est mienne? On est parfois pris entre eux. Je suis conscient que, où dans la série je me trouve, la prise en charge d'un enfant va être délicate. Mais comme la nature veut que je veux aussi avoir mon enfant, qu'est-ce que je fais? Deuxième ambiguïté, il faut clarifier. Maintenant, l'enfant vit avec son arrière-grand-mère. La question aussi, c'est comment le placement a été effectué?
Ça a été fait comme on dit. Bon, tu vas aller chez tantine, hein, tu vas aller chez grand-mère. C'est résumé comme ça. Mais qu'est-ce qu'on transfère à l'enfant dans ce parcours-là? Ah, d'ici 2 mois, tu iras chez grand-mère. Tu sais que grand-mère a 4 enfants. Tel est un peu comme ça, tel est un peu comme ça. Donc, tu vas y aller, apprends à être sage, apprends à beaucoup observer, apprends à avancer. Regarde beaucoup, constate beaucoup. Il est vrai que ça ne sera pas toujours comme avec maman, c'est. Il est vrai que tu ne vas pas forcément toujours disposer, tu ne vas pas avoir toujours ceci. Mais tu vas aller dans un autre cas où tu es appelé à apprendre. Et écoute beaucoup. Parle peu, mais écoute beaucoup. Donc en fait, il y a toutes ces ambiguïtés qui se greffent l'une à l'autre, comme un escalier, un pas à l'autre, qui se mélangent dans tout ça. Et l'enfant, lui, vous dit, d'après dans la bouche de sa mère, c'est... Et la mère le dit, il a été violemment battu par son oncle. Je crois qu'il a à peine quel âge? 4, 5 ans? 7 ans. 7 ans, c'est l'âge où on commence à se poser la question sur qui suis-je? Qui est mon père? Avec qui je dois marcher? Pourquoi lui? Ce qu'il me dit, est-il vrai? Où on commence à remettre en cause. En fait, c'est le premier état de la puberté qu'on parle de la crise d'adolescence. C'est la première phase. La deuxième phase va arriver avec la puberté. La puberté qui exauce la puberté qui est déjà présente. Mais là, elle émerge. C'est la première phase là-bas. Donc, dans cette première phase, il y a un bémol fort qui se greffe. Où on a violemment tapé sur l'enfant. Donc, chaque fois qu'on évoque quelque chose qui rentre dans le cadre du châtiment, entre aller vers l'inconnu, qui risque de me pourrir la vie, et rester subir ça, pardon, l'inconnu plus agréable. Parce que l'enfant se lance dans un inconnu, où cet inconnu n'est pas capable de vous dire comment on fait pour payer le pain. Il n'est pas capable de vous le dire. Il n'est pas capable de vous dire où il doit dormir. Il n'est pas capable de dire ce qu'il va porter. Il n'est pas capable de vous dire... Donc, il n'a pas de réponse dans l'inconnu dans lequel il se lance. Monsieur Ngoumbla, elle a dit que comme sa mère le pense, cet enfant est vraiment traumatisé? Mais il a tous les indices, il a tous les indicateurs d'un traumatisme profond. Il est dans une posture a priori, mais d'après les éléments, on appelle ça l'impression clinique qui en ressort. Cet enfant est traumatisé. Maintenant, forcément, comme on dit, il faut la voir pour faire un suivi, pour se rassurer jusqu'à quel niveau, jusqu'à qu'est-ce qui participe, qu'est-ce qui ne participe pas, comment est-ce que ça en est découlé là, quelles sont les conditions, c'est-à-dire comment il se représente sa vie actuelle et comment il se perçoit lui par rapport aux adultes. Donc, situons tout ça, mais véritablement, la famille, et peut-être ça revient dans un sujet sur lequel j'ai souvent un peu du mal, avec le mot la famille. J'ai souvent envie de plus de dire la communauté. Parce que j'ai l'impression que le concept de famille est pourri. C'est comme si le concept de famille se veut exclusif, discriminant, séparant. Quand on dit famille, ça veut dire la famille de Ngoumbela. Alors qu'on dit la communauté Ngoumbela, c'est différent. La perception que vous avez. Et le lien qui est censé se structurer à l'intérieur. Mais bon. Notre deuxième invité nous a rejoint. Madame Micheline Samé est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, Monsieur Ngoumbela. Bonsoir, chers téléspectateurs. Coach, doit-on nécessairement taper sur un enfant pour lui expliquer les choses? Nécessairement, non. Ça peut arriver. Ça peut arriver nécessairement, non. On est d'accord que l'important, c'est de lui faire comprendre la chose et non la méthode par laquelle on lui fait comprendre les choses. Donc, nécessairement, non. Mais quelquefois, ça peut s'imposer. Bon, on n'est pas au niveau de la maltraitance, mais il y a des moments où c'est tout à fait nécessaire. Pour le cas que nous venons de regarder, vous avez suivi le reportage de l'autre côté de l'émission. Est-ce que là, on est encore dans le cadre du châtiment corporel où on veut peut-être faire passer un message à l'enfant? Est-ce que ça ne frise pas un peu la maltraitance? C'est vrai qu'on n'avait pas le quotidien de l'enfant, mais par rapport à sa réaction, on peut imaginer que c'est un endroit où plus ou moins cet enfant faisait face à des maltraitances. Parce que quand on dit « attends-moi là, j'arrive », le temps que la mère vienne, il fuit, ça veut dire que dans sa tête, il a imaginé le scénario. Et peut-être ce n'était pas la première fois que ça arrive. Donc on ne sait pas très bien dans quel environnement il vit, mais sa réaction montre qu'il peut être un enfant traumatisé, il peut être un enfant maltraité. C'est pour ça qu'il réagit de la sorte. Et ça veut aussi dire que la façon de lui faire comprendre les choses, quelquefois, est excessive, quelquefois est brutale. Il sait qu'il a mal fait. Il sait qu'il attend
un recadrage, si on peut dire comme ça. Mais la façon dont ça va se passer lui fait tellement paniquer qu'il est sorti même du cadre de l'apprentissage. Il sait qu'il va vivre un énième traumatisme et il préfère partir, malheureusement. C'est un enfant qui a pratiquement passé 2 nuits dehors, mais fort heureusement, sa mère, j'ai appelé sa mère qui nous a rassuré qu'on l'avait retrouvé. Comment procéder avec cet enfant? Disons que les parents doivent se remettre en question, en fait, les éducateurs, parce que, à ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas les parents de l'enfant directement qui l'élevaient. Ça, c'est un premier tort. Parce que l'enfant est instinctivement lié à ses parents. Ça veut dire qu'il y a certains messages qui passent plus quand c'est le père de l'enfant qui le lui dit ou quand c'est la mère qui le lui dit. Nous sommes tout à fait d'accord qu'on n'est pas dans un monde idéal et il peut arriver que l'enfant se retrouve élevé ou éduqué, parce que c'est pas pareil, par d'autres personnes. Il faut donc que ces personnes aient une certaine maturité pour comprendre que c'est humain pour un enfant de faire des erreurs. Si vous avez un enfant qui ne fait jamais rien, il y a un problème. C'est ça qui fait qu'il est enfant. Donc, si quand l'enfant commet une erreur, vous en faites un problème d'état, vous prenez un gros bâton, vous brandissez ça sur lui, je vous assure que même si vous ne l'avez pas frappé avec ce bâton, vous l'avez tué déjà. Il y a quelque chose que vous avez tué en lui, parce que l'enfant est instinctivement porté vers son père ou son tuteur. C'est lui son protecteur, c'est lui son idéal. Quand maintenant il se sent menacé par la personne qui devait être son idéal, il perd tous ses repères, il lui reste à fuir. Bon, heureusement, là, l'enfant est revenu. Certains enfants, avec l'actualité que nous tous connaissons, il aurait pu ne pas revenir. Donc, qu'est-ce que le parent doit faire? Il doit être assez mature pour comprendre que c'est humain que l'enfant fasse des erreurs. Et que lui, son but, c'est de recadrer, de baliser la vie des enfants. Ce n'est pas à l'amener à ne plus faire des erreurs, parce que nous-mêmes, les adultes, nous faisons des erreurs. Donc, il faut que le parent soit assez conscient de ça. Deuxième chose, il faut que le parent connaisse son enfant. Il y a certains enfants, quand ils se demandent que toi, si quand je vais t'attraper, l'enfant a tellement peur qu'il se range tout seul. Il y a certains enfants, il faut fouetter un peu. Il y a d'autres, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que le parent a connu son enfant pour voir, est-ce qu'il avait besoin de cette menace suprême? Si vraiment l'enfant a fui, mesdames, messieurs, je ne sais pas, si l'enfant a fui, c'est pour dire que votre punition était excessive par rapport à cet enfant. Peut-être il y a certains enfants qui auraient supporté ça, mais est-ce que vous avez assez connu votre enfant pour être sûr qu'il aurait pu supporter ce degré de punition? Si l'enfant a fui, ça veut dire que vous n'avez pas très bien dosé. Donc, remettez-vous en question. La bonne nouvelle, c'est que ça peut s'arranger. Vous pouvez avoir des accompagnements personnalisés, ça peut vraiment s'arranger. Monsieur Goumlab, quel suivi doit-on apporter à cet enfant dorénavant? Est-ce qu'il faut bannir totalement le bâton? Bannir le bâton. Je ne sais pas quel type de société on aura. Parce que je crois que le rôle aussi de l'armée, c'est de rappeler aussi que le bâton est présent. Le rôle de la police, c'est pour rappeler que le bâton est présent. Et même le BI, pour dire le bâton est là. Donc, vous faites, mais on vous guette. En fait, pour être un peu plus sérieux, on ne peut pas bannir le bâton. Mais, et Coach Samuel a très bien évoqué, il ne faut pas que ce soit nécessairement. Le bâton peut intervenir, mais ça intervient toujours, on appelle ça au dernier. C'est l'extrême caca qui peut arriver. C'est l'extrémité qui peut arriver. Ce qui montre, en fait, il y a des choses simples à comprendre, c'est qu'est-ce que moi je veux, quel est le projet éducatif que je veux donner à mes enfants? Est-ce que l'éducateur, est-ce que le parent est conscient du projet éducatif qu'il veut transmettre à ses enfants? Dans le reportage, on note quelque chose, il y a des biais dans le comportement. Il a juste coupé le poisson un peu de tel, il a un peu coupé le pain de tel. Ça veut dire qu'il y a des actes qu'il pose, mais il y a des actes que les autres posent qu'apparemment ça n'a pas la même équivalence. Les autres peuvent se permettre ci, mais lui ne peut pas se permettre ça. Est-ce du fait qu'il n'est pas l'enfant de la maison? Je n'en sais rien. Mais forcément, ça mène à s'interroger. Le bâton, il faut faire très attention. Très attention au bâton. Vous allez voir des enfants, quand vous les tapez, il est là devant vous comme s'il était le bois. Allez-y. Il est là comme vous sec. Il y a une dame dernièrement qui m'évoquait quelque chose avec son fils, son premier-né. Il doit avoir 11 ans, il dit, avec lui, si tu veux taper, il est devant toi comme ça, comme le poteau planté, vas-y, cogne autant que tu veux. Mais là, elle s'est retenue, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Et elle a recherché qu'est-ce qui lui fait peur? Et ce qui lui fait peur, c'est des choses très simples pour vous. Va dormir.
Va lire ton cahier. Ces deux éléments-là, mais attends, c'est pas possible qu'on lui dise ça. Non, 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 tu m'as tué. Non, 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 j'en peux plus. Oui, non, maman, pardon. C'est un acte pour moi, vous direz ça, je n'ai pas dormi, moi, ma chose. C'est ça, et elle évoquait ça très bien. Comment est votre enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui le fait peur? Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il ne craint pas? Et c'est conscient de ça que vous devez jouer avec cet élément-là pour savoir l'amener où vous voulez qu'il aille. Vous ne pouvez pas juste dire à un enfant, si un enfant reste tout tranquille toute la journée, jamais de gaffe, tremblez pour cet enfant. Tremblez pour vous-même. Si un enfant ne fait jamais de gaffe, tremblez pour cet enfant. C'est le droit d'un enfant de jouer, de casser des choses. C'est son droit. C'est son droit de bousculer, de casser. Vous payez votre... Une dame me disait ça aussi. Elle a payé son écran plasma près de 400 000. À peine 3 jours après, elle a failli créer, elle a piqué une crise. Mais c'est quoi ça? C'est... Oui, et après ça s'arrête, elle dit que... J'ai pleuré comme ça que ma mère m'avait aussi dit quoi quand moi aussi j'étais petite. Ça veut dire au moins elle a pris conscience d'un fait. Moi aussi j'ai détruit des choses quand j'étais gamine. Si on m'avait donné le châtiment que je veux de vous qu'on a donné à cet enfant, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Donc visiblement il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Et ça revient un peu à l'histoire que j'évoquais depuis, c'est d'autres malheureusement ont reçu ces châtiments dans leur vie. Et ceux qui ont l'aptitude raide de le mettre en œuvre, c'est généralement ceux qui ont reçu ça violemment. Donc, ça laisse des séquelles. Et malheureusement, ce sont des séquelles qui ne sont pas soignées. Et comme ce n'est pas soigné, alors, il faut restituer ça à l'autre. Et lorsqu'on le restitue, on ne perçoit pas la dangerosité ou le drame de ce qu'on pose comme acte. Pour nous, on a le sentiment que c'est normal et cohérent, vu que j'ai reçu ça. Donc, véritablement, les éducateurs doivent faire très attention à cette affaire-là. Madame Micheline Samet, pour vous, on ne peut pas totalement bannir le châtiment corporel. Quelle est la limite à ne pas franchir? La limite dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la nature de l'enfant. On a dit que tous les enfants ne sont pas sensibles à la discipline au même niveau. Ouais. Ça dépend du niveau de maturité du parent. Il y a certains parents qui perdent la maîtrise lorsqu'ils sont fâchés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une très grande maîtrise de leurs émotions. Lorsque vous traitez avec ce genre de parents, l'enfant a, par exemple, cassé un verre. Pour nous qui sommes des parents, on sait que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc, lorsqu'on va pour punir l'enfant, on va avec un niveau qui correspond à avoir cassé un verre. Mais du fait que le parent ne contrôle pas ses émotions, la colère commence à monter, à monter, à monter. Et à la fin, le parent perd complètement le contrôle et la punition qu'il finit par donner à l'enfant est de loin supérieure à la faute commise. Donc, il faut que le parent ait une certaine maîtrise sur lui-même pour rester dans le cadre de la faute qui a été commise. Je rappelle encore que le but de toute punition, c'est de recadrer l'enfant. Ce n'est pas de le traumatiser. Donc, la limite, c'est qu'est-ce que l'enfant peut supporter? On a malheureusement eu des cas où l'enfant est mort, carrément, parce que le parent, lorsqu'il allait punir l'enfant, ce n'était pas du tout son intention, mais il s'est tellement laissé emporter par son émotion qu'il n'a pas tenu compte du niveau de l'enfant. Est-ce que l'enfant peut supporter ce niveau de punition? L'enfant a eu des traumatismes duquel il n'est pas sorti. Donc, il faut tenir compte de quoi? Il faut tenir compte de la nature de l'enfant. Il faut tenir compte de la nature du parent. Il faut tenir compte même de l'environnement. Il y a des enfants qui sont tellement honteux. Quand vous l'humiliez, il a même plus mal que quand vous l'avez tapé. Quelquefois, on n'a même pas besoin d'arriver à ça. Donc, nous les parents, essayons de connaître nos enfants. S'il vous plaît, rappelez-vous que les enfants sont des individus. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenez-les individuellement. Si vous avez accouché 5 enfants, tous vos enfants n'ont pas les mêmes sentiments. Ils ne sont pas sensibles à la même chose. C'est une école d'apprendre à connaître chacun de vos enfants et d'apprendre à connaître, comme le psychologue l'a bien dit, qu'est-ce qui fait mal à chaque enfant. Si vous réussissez à le faire, vous allez parler, je vais dire à chaque enfant son langage et vous allez atteindre le résultat que vous voulez, qui était de former l'enfant, de l'éduquer. Ce n'était pas de le fouetter ou de l'humilier ou alors de vous satisfaire, vous. Parce que quelquefois, les parents se comportent comme si ils veulent se satisfaire eux.
Rappelez-vous que lorsque vous êtes face à votre enfant, ce que vous voulez, c'est éduquer votre enfant. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez par vous-même trouver la limite, mais il n'y a pas une limite standard qu'on pourrait donner ici. Monsieur Goumlab, comment développer une discipline bienveillante avec l'enfant sans violence? Sans violence, je couperai la dernière phrase. Parce que quand on le veut, la violence peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être mentale, elle peut être... Voilà. La violence n'est pas forcément le fait d'avoir des coups de poing. C'est pas forcément les coups de poing donnés sur des personnes qui disent qu'on est violent. C'est pas nécessairement ça. Donc, une discipline bienveillante, le mot, je l'apprécie encore grandement. Parce que le côté bienveillant montre qu'on a le souci du progrès de l'enfant. Donc, la discipline qui est mise en place n'a rien à voir avec à détruire l'enfant, à briser l'enfant, à brimer l'enfant. C'est pas ça l'objectif avec une discipline bienveillante. Et la discipline bienveillante prend un appui sur nous d'abord, sur moi l'éducateur. Est-ce que moi l'éducateur, je suis sain avec ma propre éducation? Il faudra clarifier pour moi avant de clarifier pour l'autre. Généralement, on aime trop tendre le doigt. Oui, l'autre. Mais moi, je dis quoi de moi? Si moi, je suis au clair avec moi, alors il est plus aisé de savoir comment écouter l'autre dans ce que l'autre est, pour savoir comment je l'accompagne. Ayant dit ceci, il y a un deuxième élément sur lequel nous bifurquons régulièrement. C'est savoir dire bravo, savoir dire mes encouragements, savoir dire merci. J'ai souvent le sentiment que ça ne fait pas partie de notre éducation. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Comme si dire bravo, dire merci, non, c'est comme si on nous coupait la langue. Et l'enfant a besoin de sentir que, ah, tu as lavé le plat, wow, tu as bossé tes dents, super, oh, tu es un grand garçon, oh, non, toi tu es une grande fille. Donc tu as lavé le garçon de maman, oh, bravo, même si on sait qu'après c'est ça. Mais au moins pour l'effort fait, fourni, il faut savoir stimuler, encourager, faire comprendre à l'enfant que je suis avec vous et ça va. Et une autre distinction qu'on a souvent met, c'est voici mon enfant, voici l'autre enfant. Le constat courant veut quoi? C'est généralement l'enfant qu'on aurait maltraité qui émerge. Et lorsqu'il émerge, il y a une histoire terrible par rapport à ça, d'un monsieur qui a divorcé la première mère, elle est partie célébrer avec ses enfants, elle est partie, mais les enfants sont restés. Il a pris une autre dame avec qui il a eu des enfants, il a négligé ces enfants-là. Il sait comment dire, on se débrouille, comment on se débrouille. Donc, ça veut dire qu'on apprend à vivre à la dure chaque jour. Quand on réussit à trouver le pain de 100 francs, pardon, là, tu supportes toute ta journée, tu digères avec. Malheureusement, pour ce père, comme on dit, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Chauffe-boue, tu es fort aujourd'hui, non? Il demande aux gens, oui, tu es physiquement là, non? Ouais. Revenons dans 60 ans après. Tu me diras la même chose. Malheureusement, pour ceux 60 ans après, son fils, allant en France, comme on dit, il a rencontré sa blanche avec qui a changé sa vie. Un beau jour, sa femme l'accuse, mais il faut rentrer à la maison, il faut voir tes parents. Ok, comme tu veux voir. Mais il arrive carrément, son père est assis dehors, hey, on ne te connaît pas. Hein. Il est venu, il a juste vu ses petits frères et sœurs, il a parlé, pour les ressortir, même pas un mot à son père. Il dit même pas un seul mot. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Vis ton monde, j'ai vécu mon monde. Vous voyez le drame des situations qui paraissent sur le coup, non, oh, je prends soin de mes enfants, je les mets à l'aise. Mais vous mettez quoi qui à l'aise? C'est vous que vous mettez vous à l'aise à travers la stupidité que vous donnez aux autres enfants, parce qu'on appelle ça la stupidité. Vous n'aidez pas les autres à savoir se prendre en charge, à savoir faire face à la situation, à la vie qui ne donne pas le lait. Ils ne peuvent pas, un jour loin de vous, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'ils savent préparer? Est-ce qu'ils savent chercher de l'argent? Est-ce que vous allez aider ce qu'on appelle l'éducation financière? Est-ce qu'ils savent, avec même la vente de l'eau à boire, on peut gagner sa vie. On peut du moins commencer à comprendre le monde du commerce. Donc c'est pour dire, il y a des drames derrière cette affaire-là. Certains gens prennent exemple pour dire, ce n'est pas mon enfant. Ok, pour le moment, c'est vous qui êtes puissant. Donc vous pouvez vous autoriser autant de bêtises possibles. Il n'y a pas de problème. Mais demain, vous allez lui porter rigueur lorsqu'il va reproduire le même schéma. On va dire de celui-là qu'il est méchant, non? C'est un enfant, il n'honore pas son père. C'est ça, non? Mais personne ne va revenir sur qu'est-ce qui a construit cette attitude-là. Cette attitude-là, on va dire, mets ça sous la porte, tu es l'enfant. Point barre. Non. Tu n'es pas l'enfant, non. Tu es un être humain. Tu mérites ton respect.
Et il faut que les gens comprennent que ce que je donne, l'univers va me le remettre. Si je donne en bien, l'univers va me le remettre. Si je donne en mal, l'univers va me le remettre. Je ne reçois que ce que je mérite. Et ce sont les lois de la nature, monsieur Goumbla. Nous allons marquer une pause. C'est le moment de prendre notre rubrique mots d'enfant. Et ce soir, on s'intéresse aux jambes arquées chez les enfants. Ce sont des pathologies de on appelle seulement les malpositions des pieds. Ils peuvent être, comme on dit, courbés, arqués. On appelle ça les pieds varum, c'est-à-dire c'est rond. Ou bien ils peuvent entrer en forme disque. On appelle les pieds vagum, c'est-à-dire c'est là, comme ça. C'est avant à l'intérieur. Voilà, à l'époque, nous très jeunes, on appelait ça, quand tu as les pieds comme ça, on dit que tu es mabongo. Voilà, d'autres as les pieds comme ça. On a eu la pied en forme de roue. Souvent, c'est chez un enfant. Ça peut être une maladie, ça peut être un rachitisme, par déficit de vitamine D chez l'enfant. C'est un enfant qui n'a C'est un enfant qui n'a pas été bien allaité, qui n'a pas été supplémenté à lait maternel, qui n'a pas bien pris le lait maternel, qui est riche en vitamine D, qui n'a pas pris pendant la naissance une supplémentation en vitamine D qu'on donne à tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 mois. Voilà, et qui après son sévrage n'a pas continué à prendre son lait, et après l'âge de 2 ans n'a pas continué à prendre du lait pour renforcer ses os en calcium. Ok. Là maintenant, il paraît que les enfants souvent aussi qui sont de gros poids, dont la masse corporelle pèse sur les os, qui ne tiennent pas encore, qui ne sont pas encore solidifiés, il peut avoir cette déformation des pieds. Mais généralement, quand tout est pris en charge, consulté et qu'on a bien supplémenté, tout se remet en place rapidement. Tout se remet en place. Je pense que quand tout est bien fait et bien suivi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et quand ça ne va pas, tout peut se corriger. Il y a des orthopédistes ici dehors qui gèrent bien. C'est ma position des jambes. Quand, après tout ça fait, ils savent comment ils vont gérer. Après ça fait tous les examens complémentaires de radiographie des membres inférieurs pour voir est-ce qu'il a besoin de faire placer telle à terre ou bien placer tel plâtre pour redresser, ou bien on dit ça va se remettre ça. Dépend que tout ça, ça peut se corriger quand tout est bien. Quand on a vite diagnostiqué, on a vite fait la prise en charge. C'est vraiment en place. Ici, c'est un rachitisme, c'est-à-dire qu'un déficit en vitamine D, voilà, un déficit en vitamine D qui a beaucoup rachitisme chez l'enfant, ça se corrige, ça se soigne à l'hôpital. On vient, on le consulte, on voit, on pose le diagnostic de telle ou telle pathologie et on gère ça. Il y a des bilans qu'on fera à l'enfant pour voir si tel élément ou tel élément manque. On pourrait faire un bilan ionique, on va dire peut-être la calcémie, la magnésémie, et faire certains examens pour voir est-ce que son taux de calcium est bien, est-ce que l'enfant s'y prend bien son lait, est-ce qu'il a vraiment plus le lait, est-ce qu'il a bien, s'il fait bien sa diversification, est-ce qu'il est bien alimenté. En fonction de ça, maintenant, on saura pouvoir corriger et remettre les choses en place. Et ne pas attendre au quartier, aller faire les massages au quartier traditionnel et tout ça, parce que généralement c'est ça, il y a envoyé pas tant de masse au quartier. Or, celui qui masse au quartier n'a pas l'expertise du médecin, qui va voir et demander que fais-moi telle chose, fais-moi tel examen, bon, je veux voir. Et c'est vraiment ça, d'éviter vraiment d'aller commencer à faire des massages par rapport au quartier, que de venir à l'hôpital pour qu'on fasse le suivi et voir vraiment ce qu'il faut faire pour corriger ça. Bon, il y a bien qu'il y a des villages qui n'ont pas accès, des parents qui n'ont pas accès à tous ces hôpitaux, avec tous ces spécialistes. Ils ont les masseurs traditionnels là, qui arrivent à les gérer. Je ne sais pas, mais il faut gérer, il faut se manquer ça, mais après il faut voir, est-ce que en faisant ça, quand il a géré tout ça, est-ce que tout sera aligné? Vous allez voir, certains vont gérer l'autre, après vous allez voir un enfant, une jambe est plus longue que l'autre, et une jambe est plus longue que l'autre, et puis il marche montant, il grimpe, il descend. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ça. J'aimerais qu'il faut venir à l'hôpital pour faire des examens et on voit, et avant de penser à tout ça. Et s'il faut faire un massage, il y a les kinésithérapeutes qui sont là, formés pour ça, pour gérer ça. Il y a qui sont là pour gérer ça. Il y a bien que aussi les kinésithérapeutes traditionnels qui gèrent aussi ça. Mais
ils ne gèrent pas ça avec leur discipline qui a été formé pour ça. Peut-être là-bas, sur le plan traditionnel, on ne dit pas de fils en père. Le père faisait, son enfant le suivait, l'enfant suit, il a vu, il a aussi un père. Quand c'est comme ça, il faisait comme ça. Mais nous, là, sur le plan médical, la médecine moderne, ici, là, on dit, on gère à l'hôpital et puis on voit comment ça se passe. C'était notre rubrique mot d'enfant avec le pédiatre Ndoya Suleiman, rencontré par Cynthia Nguemo. Place à présent au cri de cœur. Ce soir, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Adi, bonsoir aux invités sur le plateau. Je suis Madame Epo, mère de 4 enfants. Récemment, j'ai constaté que mon fils, le Benjamin, s'enfermait beaucoup dans la chambre et même en présence de son meilleur ami. J'ai organisé un petit déjeuner en famille pour les fêtes la semaine dernière. Mon fils s'est à nouveau enfui dans la chambre, cette fois avec son cousin. Quand j'ai poussé la porte, ils étaient très gênés et ont laissé tomber la tablette qu'ils utilisaient. J'ai récupéré le mobile et regardé l'historique. C'est alors que j'ai découvert que mon petit garçon visionnait du porno. Très choquée, j'ai fait l'effort de me maîtriser pour ne pas faire une scène devant les invités. J'ai confisqué l'appareil. Le soir, j'en ai parlé avec mon mari qui m'a fait comprendre que c'est naturel à son âge, mais ça me chiffonne. J'ai peur que ces images l'angoissent, le traumatisent. Dois-je en parler à ma sœur? Son fils est aussi impliqué. Je tiens à discuter de ce sujet avec mon enfant, mais je ne sais pas comment. Pouvez-vous me conseiller? Merci pour ce que vous faites. Monsieur Goumla, un enfant de 11 ans qui regarde les films érotiques, qu'est-ce qui peut susciter cet engouement vers ce genre d'images? Ce sont des images qui attirent l'interdit. Voir l'interdit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit souvent à l'école que. C'est en fait, disons, elle entre brutalement dans une réalité devant laquelle plusieurs parents doivent s'armer, beaucoup s'armer. Malheureusement, dans nos contextes, l'éducation à la sexualité, on ne l'évoque pas beaucoup, ou du moins, lorsqu'on en parle, on le parle sur le coup de la trivialité ou de l'amusement ou de beaucoup de la gêne. La sexualité n'est pas posée sur la table. On ne pose pas sur la table. Or, l'avantage de la sexualité, lorsqu'elle est posée sur la table, c'est qu'elle permet de tasser. Ce sont des réalités auxquelles l'enfant sera confronté, qu'il le veuille pas. Dans le cadre d'une étude qui avait été faite par nous c'était une association, Univers Psycho, il ressortait de ça, la vente des films, ça c'est à la rue, ça traîne dans la rue. C'est pas une affaire c'est pas caché. C'est là dehors, sur le net, c'est là, c'est disponible. Donc la question n'est pas de dire, il n'y a pas. La question n'est pas de dire, mettons sous la porte, laissons, on va voir peut-être demain, la nature va venir faire les choses. Non. Il nous reviendra à nous, parents, de devoir aborder le sujet. Aussi délicat pour nous, parce que ça gêne qu'on ne le veuille pas. La génération de nos parents ne l'évoquait pas, selon les critères que nous sommes en train de parler. Généralement, c'était du fait des catégories d'âge. C'était une catégorie qui se parlait entre eux d'un certain nombre de réalités et ceux à côté ne comprenaient jamais de quoi il s'agissait. Parce qu'il y avait des codes à travers lesquels ils se comprenaient. Maintenant, avec la vulgarisation des outils d'informatique et de communication, l'information transite très vite. On vous envoie ça à une vitesse de l'éclair. Vous l'avez déjà. Donc, que faire? Pleurer? Oui, c'est utile, il faut pleurer. Parce qu'il y a une métamorphose devant laquelle on doit réussir à avancer. Maintenant, il faut savoir se regarder dans le miroir et pleurer les larmes qu'il faut pleurer. Ça, il faut pleurer, il faut se donner le droit de pleurer, c'est utile. Mais après avoir pleuré, il faut apprendre à faire des assises au sein de la maison. Ça peut être peut-être le prétexte pour des assises peut-être régulières à la maison. Ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, mais des assises où on apprend à se parler. On dit, ok, grand frère, il semble que
Les choses que j'entends les petites ici dire, oh, tu as des choses, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Un grand frère. Le mot grand frère, pas qu'il est grand frère, mais grand frère veut dire, c'est un peu pour casser la mesure. Pour y comprendre que tu ne peux pas venir le fusil pour le tirer, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que une réponse ne peut être clairement dite qu'en comprenant justement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui est arrivé. Comment on en est arrivé là? C'est ça la question. Comment on en est arrivé là? Si on ne sait pas comment on en est arrivé là, le dispositif ou la thérapeutique à mettre en place sera beaucoup ambigu, hanché, en fait, va manquer de précision. Coach, un enfant de 11 ans qui développe déjà une addiction vers ce genre d'images, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur sa vie sexuelle future? Oui, bien sûr, ça va de soi. Bon, il faut commencer par comprendre quand même que tout part de quelque chose qui est naturel. D'un instinct naturel, c'est l'instinct sexuel. C'est tout à fait normal et c'est cet instinct qui garantit la préservation de l'espèce humaine. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait normal qu'à un certain moment de la vie, qu'on ait un éveil sexuel. En réalité, si on ne l'a pas, on a un problème. Ça veut dire qu'on est stérile, on est improductif, en fait. Donc, que l'enfant commence à s'intéresser à ce qui a trait au sexe est tout à fait normal. En principe, vous, le parent, auriez dû prendre de l'avance et commencer à lui en parler, évidemment, au niveau qu'il peut comprendre, avec les mots qu'il peut comprendre. Mais vous auriez dû commencer à lui en parler avant même qu'il ne commence à le ressentir sur lui-même. Parce que lorsqu'il commence à ressentir ça, c'est quelque chose qui est nouveau et il ne sait pas forcément comment gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'enfant est dans un environnement où justement le sexe, qui pour lui est quelque chose de particulier, tout autour de lui est banalisé. Ça a très bien été dit tout à l'heure. Dans les médias, on retrouve le sexe partout, à l'école, dans les blagues. Même lorsqu'il marche en route, les gens portent les tenues de plus en plus osées. Donc tout ça lui montre que le sexe n'est plus quelque chose de particulier. Et pourtant, mes amis, le sexe est particulier parce que c'est lui qui est le garant de la retransmission de la vie. Le sexe est important. Donc, si on n'apprend pas à l'enfant comment gérer cette partie de son corps ou cette partie de son existence, il se retrouve dans les dérives telles que la pornographie et autres. Donc, qu'est-ce qui peut faire ça? Généralement, c'est l'environnement de l'enfant. Il est dans un environnement où le sexe a été banalisé par les médias, à l'école, les causeries. Quelquefois, c'est regrettable, quelquefois, même les conversations des parents. Quel genre de musique vous mettez chez vous? Quand on parle des musiques qui font la promotion du bas-ventre, est-ce que vous-même vous êtes en train d'apprécier? Est-ce que vous êtes en train de rire? Implicitement, vous êtes en train de montrer à l'enfant que c'est ce qu'il faut faire. Mais maintenant, on parle d'un enfant. Ça veut dire qu'il n'a pas la maturité, il n'a pas la mesure des choses et très vite, lui, tombe dans la pornographie. Évidemment, pour un enfant, au début, il ne se rend même pas compte que c'est mauvais puisque tout le monde le fait. J'ai une histoire amusante, c'est un enfant de 4-5 ans. Les parents, la maman a soupçonné qu'il y avait des adolescents dans la maison. La maman a soupçonné que les enfants regardaient les films pornographiques à la télé dans la nuit. Alors, une nuit, elle s'est levée, elle est arrivée au salon. Les enfants ont éteint la télé et puis tout le monde a fui. On est allé se cacher dans la chambre. L'enfant est resté au salon et il s'est mis à pleurer. Quand on lui demande qu'on pleure, pourquoi? Il dit que mais on a arrêté son film. Lui n'avait pas fini de voir. Il voulait encore voir le film. Donc, pour lui, c'est tellement normal. Ce n'est pas un problème. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on en parle parce que c'est les mentalités qu'il faut commencer à changer. Oui, il faut faire l'éducation sexuelle à l'enfant. On va en coach, parler. C'est un sujet tabou, pratiquement tabou en famille. Parler de sexualité avec un enfant de 11 ans, 10 ans, c'est pas évident. Comment se fait comment établir, comment lancer ce dialogue avec un enfant? Pour moi, excusez-moi de mettre les pieds dans les plats. Pour moi, c'est un faux tabou. La sexualité est un faux tabou dans la maison parce que nous-mêmes dans nos maisons, nous tolérons que les enfants mettent les DVD. Nous-mêmes dans nos maisons, nous tolérons que les enfants mettent la taille basse. Quand on met les films à la limite érotique, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence. On ne zappe pas, nous les parents, on ne zappe pas. On commente même seulement la scène. Maintenant, lorsqu'il faut expliquer à l'enfant que la sexualité est quelque chose de particulier et qu'on ne doit pas jouer avec, on vient dire que c'est tabou. Excusez-moi, pour moi, c'est un faux tabou. Mes amis, continuez ce que vous avez commencé. Aujourd'hui, vous avez de la chance que comme la sexualité n'est plus tabou et comme c'est déjà partout, vous avez donc une porte ouverte pour parler à l'enfant.
Malheureusement, pour parler à l'enfant, vous devez redevenir sérieux parce que votre but, c'est de lui montrer que la sexualité est normale lorsqu'elle est bien utilisée, lorsqu'elle reste dans les normes. Donc, à un moment, il faudra vous détacher un peu des histoires de caleçon pour montrer à l'enfant comment la sexualité devait être vécue. Adi, vous avez demandé tout à l'heure comment on peut faire. Un exemple que je conseille souvent aux parents, lorsque l'enfant est petit, expliquez-lui que sur son corps, il a observé que certaines parties sont exposées, comme notre visage, et d'autres parties qui sont cachées. Ça, c'est un constat. Maintenant, attirer son attention sur le fait qu'il y a certaines parties du corps qui sont doublement cachées. Lorsque ces parties du corps sont doublement cachées, ça veut dire que ces parties sont doublement importantes. Ce sont des parties très intimes qu'on ne devrait pas exposer, qu'on ne devrait pas toucher n'importe comment. Si c'est une jeune fille, expliquez-lui que quand on veut porter un habit, on met d'abord un soutien-gorge avant de mettre quelque chose dessus. C'est une porte ouverte pour montrer à l'enfant qu'il y a certaines parties de son corps qui sont des parties particulières. Maintenant, expliquez-lui que le sexe est normal. L'utilisation du sexe est tout à fait normale, mais il y a un temps pour ça, il y a un cadre pour ça. Et tant que ce n'est pas encore ça, bien sûr, le sexe est sur lui. Bien sûr, c'est en état de fonctionner, mais comme il n'est pas dans le cadre qu'il faut, qu'il commence à s'occuper à autre chose. Certains parents, par exemple, mettent les enfants dans un club de sport où il va sortir cette énergie sexuelle, il va la sortir. Certains mettent même dans des clubs de combat. Bon, là, c'est un autre débat. Mais si vous amenez votre enfant à faire du sport, il va sortir cette énergie. Lorsqu'il va rentrer, il sera assez fatigué pour ne plus s'intéresser à ça. Donc, vous comprenez que l'idée ici, c'est de le détacher de la pornographie et autant que possible des choses qui vont amener son idée vers le sexe. Coach, dans le cas de cet enfant, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de discipline en amont en ce qui concerne l'usage même de la tablette? Sûrement, parce que lorsque l'enfant a commencé à regarder le film, les parents ne se sont pas rendus compte. Moi, particulièrement, mon enfant est déjà grand. Moi, j'ai de grands adolescents chez moi. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué que mon enfant était très proche de son téléphone. Je le lui ai enlevé. Évidemment, je sais regarder l'historique. Je sais qu'il n'y avait pas la pornographie là-dedans. Mais il était anormalement près de son téléphone. Il était coupé de la maison. Il sortait seulement pour manger et tout ça. J'ai carrément récupéré le téléphone. Il est venu parlementer, j'étais dur, je n'ai pas donné, il a dû aller chez son père et à la fin, il a fait toutes sortes de promesses et jusqu'aujourd'hui, il suit cette émission. Jusqu'aujourd'hui, je lui ai remis le téléphone, mais il est en observation. Donc, quelquefois, chers parents, et ouvrez un peu l'œil. Je sais que la vie est difficile, on est dehors pour chercher la subsistance et tout ça, mais je vous en prie, à quoi serviraient tous ces millions si la personne pour qui vous faites ça est devenue un bandit ou autre chose? Donc, le conseil que moi je donne souvent aux parents qui viennent en coaching chez moi, c'est, ça part d'un constat que j'ai fait, beaucoup de parents sont faibles devant leurs enfants, s'il vous plaît. Arrêtez d'être faible devant vos enfants. Nous, les parents, là, souvent, on voit que l'enfant est en train de dévier. Non, il ne comprend pas, il va comprendre plus tard, je vais lui parler, ainsi de suite. À certains moments, mes amis, sévissaient. Je suis très contente d'entendre que cette dame a pris des mesures conservatoires parce qu'elle a récupéré le téléphone. Lorsque vous avez récupéré le téléphone, c'est très bien. Maintenant, trouvez un moment seul à seul avec votre enfant. Expliquez-lui les tenants et les aboutissants dans le langage qu'il peut comprendre. Et puis, à un autre moment, remettez-lui le téléphone. Mettez-le à, je vais dire, à laisser, testez-le. Testez-le pour voir est-ce qu'il commence déjà à comprendre. Si vous le faites petit à petit, s'il sait que vous avez l'œil sur lui, même si vraiment ça ne s'arrête pas, il va se contrôler un peu. Et généralement, lorsque l'enfant grandit, je vous assure qu'il vous remercie. Il va vous dire plus tard qu'il avait justement besoin de quelqu'un qui va le cadrer, qui va le baliser. Et le fait d'avoir intervenu ce jour-là a fait aujourd'hui, il est devenu le responsable que vous aimez et que vous appréciez. Monsieur Goumla, juste en quelques secondes, comment encadrer cet enfant pour éviter qu'il récidive? Oh, la fameuse question du récidive. On peut pas, le risque zéro n'existant pas, la mère a déjà bien commencé, elle a récupéré le téléphone. La deuxième chose appréciable, elle en a parlé avec son compagnon, ce qui est fabuleux. Maintenant, la troisième chose, c'est maintenant comment se rencontrer dans un face-à-face avec l'enfant et apprendre, en fait, moi j'en viens, tu as l'idée de la table ronde. Il faut que ça donne le prétexte à la famille de se retrouver. La famille a besoin de se retrouver. Et parler du sexe, ça n'a pas forcément besoin de prendre les objets sexuels déposés sur la table. La question peut être, le père peut introduire. Vous savez comment j'ai rencontré votre mère? Alors vous savez, on était... Enfin, donc papa, donc, on se tasse. On apprend à devenir humain devant les enfants. Ce n'est pas pourtant dire qu'on devient l'ami de l'enfant. Il dit, je ne serai jamais l'ami de mes enfants. Je ne serai jamais leur ami. Je ne suis pas leur ami. Je suis leur père. Je ne suis pas leur ami.
Il faut faire la distinction entre les deux. Mais il faut savoir comment collaborer avec eux pour comprendre que on peut les écouter, on peut entendre les doléances, on peut voir à notre niveau qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les accompagner. Parce que, et ça, coach Samedi le dit souvent, il faut le faire pour amener l'enfant à être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et le sexe, c'est un des éléments parmi tant d'autres. Le sexe est naturel. Le sexe est normal. Le sexe, ça fait partie de la vie. Mais ce sexe doit être encadré. Et l'enfant, il vous dira souvent, tout non, tu sais comment on fait procher l'enfant, tu sais comment l'enfant vit au monde, tu sais comment Lily était en fait, tu sais. Non, mais lui, il ne sait rien en fait. Il vous tend un langage, mais un discours qui est crevide. Mais un discours qui a des ingrédients d'argutie. C'est-à-dire que des faux arguments. Lui, il ne sait rien. C'est à vous de lui faire comprendre petit à petit. La vie va t'amener à mieux comprendre le sexe. Pour le moment, tu n'es pas disposé à l'utiliser comme il te veut, comme tu sais. Parce que quoi? Parce que le sexe, si tu t'accouples avec une jeune fille, la probabilité que vous ayez un enfant. Ok. Peux-tu te prendre en charge? Peux-tu gérer cet enfant? Peux-tu gérer cette fille? Peux-tu, alors, pour le moment, prépare ta vie. Prépare ta vie pour que demain, quand tu seras à même de gérer tous ces éléments, tu iras chercher femme. Celle-là ne fuit pas. Comme disait un vieux en face de chez moi, il disait ça à son fils, la femme ne fuit pas. Quand tu t'es bien préparé et que tu viens, même si tu as 60 ans, tu trouveras femme. Et c'est compris, Monsieur Goumla. Vous aussi, à la maison, vous pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de déchiffrer, ce qui pourra à coup sûr vous aider à mieux gérer. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, on avait Georgette Jimdo à la réalisation, Nicolas Olomotia, il était à la console audio, Dalebias à la caméra, Cyril Nantion, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans ce numéro. Chérifa, elle s'est occupée de notre maquillage. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables en compagnie de nos programmes. À la semaine prochaine, c'est prêt à Dieu.